Parfois dans la vie, une séquence d'événements apparemment aléatoires peut détruire ce qui a mis des années à se construire. Une fois brisées, certaines choses ne peuvent jamais retrouver leur état initial, peu importe à quel point nous pourrions le souhaiter. Voyez les choses ainsi, imaginez une rafale de vent arrachant une petite brindille d'un arbre sur le flanc d'une colline. La brindille atterrit sur un caillou qui déloge la pierre qu'il maintenait en place. Cette pierre était la seule chose qui empêchait une avalanche de rochers de s'écraser et de ravager la ville en contrebas. Je m'appelle Robbie Patrick, pas Rob, pas Bob et certainement pas Bear, juste Robbie. Et ce qui est arrivé à mon mariage heureux s'est déroulé à travers une chaîne d'événements apparemment aléatoires, un peu comme l'histoire de cette brindille. Ma femme Carrie et moi étions un couple typique à double revenu et sans enfants. Nous vivions dans une belle maison en banlieue de Détroit, avions tous les deux d'excellents emplois et la vie était belle. Nous avions choisi de ne pas avoir d'enfants pour l'instant, par pur égoïsme. Nous pensions avoir amplement le temps de fonder une famille plus tard. Pour le moment, nous nous concentrions sur le plaisir de vivre, voyageant dans des endroits exotiques, jouant avec nos loisirs et savourant mutuellement notre compagnie. Je mesure 1m78, pèse environ 77 kg et ai les cheveux et les yeux brun foncé. Je suis plutôt séduisant et en excellente forme grâce à mes 80 à 110 km de course par semaine. Je cours généralement quelques marathons par an, donc rester en forme est une priorité pour moi. Carrie, l'amour de ma vie, mesure 1m52 et pèse environ 72 kg. Elle a des cheveux blonds mi-longs, des yeux bleus pétillants et un sourire qui pourrait illuminer une ville entière. Sa silhouette est pulpeuse, l'essentiel de son poids se trouvant sur ses hanches, ses cuisses et ses fesses. Il y a environ un an, Carrie a remarqué un petit ventre arrondi. Cela ne me dérangeait pas, je trouvais même ça mignon, mais elle en était contrariée. Je lui ai suggéré de me rejoindre pour des courses afin de le perdre, et elle était initialement enthousiaste. Elle a acheté des vêtements de course élégants et 3 paires de nouvelles chaussures, mais quand nous avons essayé de courir ensemble, ce fut un désastre, nous n'étions tout simplement pas compatibles. Je devais ralentir tellement qu'on aurait dit que je courais à reculons, et pourtant c'était encore trop rapide pour Carrie. Quand elle accélérait jusqu'à sa limite, c'était d'une lenteur exaspérante pour moi. Lors de notre deuxième et dernière tentative de course ensemble, nous avons vu un groupe de femmes faire du jogging à proximité. Carrie a décidé de les rejoindre pendant que je courais de mon côté. Cet arrangement fonctionnait parfaitement, du moins c'est ce que je pensais. Quelques semaines plus tard, à l'approche de l'été, le groupe de course de Carrie est passé aux courses matinales pour éviter la chaleur. Je suis resté fidèle à ma routine du soir, à l'exception des longues courses du dimanche matin. L'emploi du temps de Carrie impliquait de se lever à 5h30, de partir à 5h45 et de revenir entre 7h et 7h20 du matin. Elle courait 3 fois par semaine, généralement les lundis, mercredis et vendredis. J'avais aussi ma propre routine, après son départ, j'allais lui chercher son café préféré chez Tim Hortons, parfois avec un donut, un bagel ou même des fleurs. Je le préparais pour son retour, ainsi que des vêtements fraîchement repassés pour le travail et le plein d'essence dans sa voiture, tout ce qu'un mari aimant ferait. C'est exactement ainsi que les choses se sont passées ce matin fatidique, il y a presque 2 semaines. Carrie est entrée dans la chambre après sa course, respirant encore difficilement, et s'est effondrée sur le lit à côté de moi. Bien que je fisse semblant de dormir, je ne dormais pas. Elle m'a doucement taquiné, vérifiant si j'étais éveillé, avant que ses doigts ne puissent me toucher, je me suis retourné et l'ai attirée dans un tendre baiser. Elle sentait merveilleusement bon, quelque chose qui aurait dû me rendre curieux, mais ce ne fut pas le cas à ce moment-là. Je savais que tu faisais semblant, a-t-elle taquiné en riant. J'ai souri, prétendeuse. À côté du lit, j'avais préparé un plateau avec son café, des donuts et une seule rose rouge. Elle l'a vu et a fait une pause, ses yeux brillants d'émotion. Une larme s'est formée au coin de son œil alors qu'elle murmurait « Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça tout le temps, mais d'une certaine manière, chaque fois, c'est comme la première fois. » J'ai gloussé. Je ne comprendrai jamais les femmes. Elle a pris le plateau et l'a inspecté d'un air enjoué. Café, donuts et une rose. A-t-elle médité, le menton appuyé dans sa main comme un détective de série télévisée. Elle a continué d'un ton exagéré, je crois que j'ai résolu cette affaire. Mes pouvoirs de déduction sont inégalés. Marquant une pause pour un effet dramatique, elle m'a regardé avec une fausse suspicion. On dit que quelqu'un n'est pas tout à fait satisfait après m'avoir chevauché comme un poney la moitié de la nuit. Le coupable, avec son café, ses donuts et sa rose innocente, veut clairement un peu plus de magie matinale. Elle a dit la dernière partie d'un ton sensuel,
les yeux pleins de désir. Inutile de dire que nous étions tous les deux en retard au travail ce matin-là, et bien d'autres matins d'ailleurs. À ce moment-là, je croyais sincèrement que tout était parfait entre nous. J'aurais donné ma vie pour elle sans la moindre hésitation. Mais la vie a une drôle de manière de basculer en un instant. Un soir autrement ordinaire, je suis rentré à la maison après le travail, j'ai enfilé ma tenue de course et j'ai embrassé Carrie qui nettoyait le sol de la cuisine. C'était toujours un signe révélateur que nous attendions des invités pour le dîner. En l'embrassant, j'ai remarqué une légère pellicule de sueur sur son front. Ce n'était pas quelque chose à quoi j'ai beaucoup réfléchi à l'époque, mais ça a planté une graine dans mon esprit. « Ne sois pas en retard, j'ai besoin de toi pour le barbecue », a-t-elle dit, échangeant mon baiser rapide contre un autre bien plus passionné sur les lèvres. « Carrie, si tu continues comme ça, je ne partirai jamais, » ai-je dit en souriant. « J'ai quelque chose ici, » a-t-elle dit malicieusement en désignant plus bas, « qui a besoin d'être rempli de toi. » J'ai ri et je l'ai embrassé de nouveau. Je m'en occuperai à mon retour. 1,5 kilomètre après le début de ma course, j'étais au 7e ciel, évanescent sur lait dans mes oreilles. Je faisais ce que j'aimais et la vie me semblait parfaite. Et puis, comme si le destin voulait me donner un coup de pouce, une goutte de sueur a roulé dans mon œil, en l'essuyant, cela a déclenché une pensée fugace. Pourquoi Carrie sentait-elle si frais après sa course matinale, mais transpirait-elle après un petit ménage? Quelque chose n'allait pas, mais je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. Ce soir-là, notre invitée pour le dîner s'est avérée être Georgette, la moitié d'un couple plus âgé avec lequel nous socialisions dans le quartier. Elle était seule car elle et son mari Tom étaient en train de divorcer. Carrie l'avait invitée pour lui offrir du soutien et j'étais, par défaut, inclus dans la soirée. Après avoir fait cuire les steaks, je me suis assis avec elle tandis que Georgette se défoulait sur la façon dont Tom était parti au Mexique avec sa secrétaire après une aventure. Pas particulièrement intéressé par le drame, je me suis excusé et me suis dirigé vers le garage pour travailler sur mon bien le plus précieux, ma S6 Mustang GT. Je la préparais pour le Woodward Dream Cruise, installant des grilles billets pour la faire ressortir encore plus avec son système d'admission shaker. C'était déjà une voiture unique, mais j'adorais faire de petits ajustements. J'aurais dû prêter plus attention à l'histoire de Georgette, avec le recul, son expérience aurait pu être un avertissement pour moi. Le lendemain, jeudi, Carrie n'a pas fait sa course matinale habituelle. Au lieu de cela, elle m'a réveillé avec une intimité qui persiste encore dans mon esprit. Ça devrait t'empêcher même de regarder ta secrétaire, a-t-elle taquiné avec un sourire. Ensuite, elle s'est retournée et m'a serré fort dans ses bras. Nous sommes restés ainsi un moment avant qu'elle ne dise doucement, « S'il te plaît, ne me trompe jamais. » Je te le promets, jamais, ai-je répondu sincèrement, et je le pensais. Je l'aimais de tout mon être. Après 8 ans de mariage, nous partagions encore des moments de passion dont beaucoup de couples ne font que rêver. Qui, saint d'esprit, voudrait ruiner cela? Pourtant, parfois, les femmes ont un 6e sens pour les choses, une perception que les hommes ne peuvent pas tout à fait saisir. Ce soir-là, alors que j'étais sorti pour une autre course, j'ai tourné un coin dans le parc et j'ai remarqué une silhouette familière au loin. Ce n'était pas quelqu'un que je connaissais bien, juste quelqu'un que j'avais déjà vu. Elle courait seule et, sur un coup de tête, j'ai ralenti mon rythme pour m'adapter au sien. « Bonjour », ai-je dit, essayant de ne pas l'effrayer. « Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui ?» Elle semblait méfiante, ce qui était naturel pour une femme courant seule. « Je suis Robbie », ai-je ajouté, espérant la rassurer. Son expression n'a pas changé. Il était clair que Carrie n'avait pas beaucoup parlé de moi pendant leur course. « Le mari de Carrie », ai-je précisé. La reconnaissance a traversé son visage, puis elle a souri. Mais ce n'était pas le sourire éblouissant de plusieurs mégawatts auquel j'étais habitué de la part de Carrie, le genre destiné à charmer les foules. Non, c'était un sourire subtil et intime. Il impliquait ses yeux verts, même son nez, et semblait destiné à une seule personne. À ce moment-là, j'étais encore profondément amoureux de Carly, mais le sourire de cette femme m'a fait marquer un temps d'arrêt. Ce n'était pas qu'un sourire, c'était un geste discret et délibéré qui m'a attiré, et cela m'a distrait si complètement que j'ai failli percuter un arbre. Si elle ne m'avait pas attrapé le bras et tiré en arrière, je l'aurais percuté de plein fouet. « Qui est Carly ?» demanda-t-elle, retenant à peine un rire. Son rire me prit au dépourvu. C'était maintenant mon tour d'être surpris. Comment pouvait-elle ne pas savoir qui était Carly? Elle court avec toi le matin, dis-je. Non, nous n'avons pas de Carly,
répondit-elle. Mais je t'ai vu ici de nombreuses fois et je voulais te parler. Je m'appelle Rebecca, tout le monde m'appelle Becca, dit-elle en me tendant sa petite main. J'ai entendu dire que tu courais des marathons, continua-t-elle. Je veux augmenter ma distance parce que j'ai envisagé d'en courir un, mais je ne sais pas par où commencer. Eh bien, je pourrais t'aider avec ça, proposai-je. Au cours des quelques kilomètres suivants, nous avons parlé des différentes courses d'entraînement dont elle aurait besoin, les courses longues, les courses de récupération, le rythme et le choix des bonnes chaussures. Finalement, nous avons commencé à discuter de la possibilité de faire des courses longues ensemble le week-end. J'ai mentionné que certaines personnes préféraient le samedi, et elle a rapidement coupé court, le dimanche, c'est mieux. Tu as un rendez-vous galant samedi matin, plaisantai-je. Quelque chose comme ça, dit-elle avec un autre de ses sourires captivants. Avant de partir, elle a promis de me rencontrer à l'aube dimanche pour notre première course longue. Alors que je terminais mon parcours, mon esprit était rempli de pensées. Carly ne courait pas avec Becca et son groupe. Où diable allait-elle tous les 2 matins? Cette nuit-là, le charme et la passion habituels de Carly étaient évidents, mais mes pensées étaient loin d'être présentes. Elle fit tout ce qu'elle pouvait pour me tuer de plaisir, comme elle le taquinait souvent, pourtant quelque chose semblait différent. Après, elle se retourna et se pressa contre moi. « Robbie, c'est l'heure, murmura-t-elle d'une voix endormie. « C'est notre dernière semaine, d'accord, marmonnai-je, faisant semblant d'être à moitié endormi. On en parlera demain, mon petit endormi, dit-elle doucement, sa voix s'éteignant. Le lendemain matin, Carly s'habilla pour son jogging comme d'habitude, tandis que je restais au lit, feignant ma routine normale. Dès qu'elle fut partie, je me levai, m'habillai rapidement et me glissai dans ma voiture. Cette fois, j'étais prêt à la suivre. Je ne fus pas surpris quand elle dépassa le parc, restant à un pâté de maison derrière pour éviter d'être détecté. Je la vis tourner dans un parking à côté d'un complexe d'appartements délabrés. C'était le genre d'endroit juste un cran au-dessus d'un parc de caravanes. Dieu merci, je ne conduisais pas ma Mustang, elle aurait détonné. Carly se gara, sortit et se dirigea vers l'un des appartements. Son aisance désinvolte me dit que ce n'était pas sa première fois là-bas. Je me garai discrètement et me suis rapproché à pas de loup. Les 3 fenêtres avaient ses stores bon marché et à moitié cassés, mais aucun n'était complètement fermé. J'ai jeté un coup d'œil par la première fenêtre et j'ai vu un salon vide. Quand je me suis déplacé vers la deuxième fenêtre, mon cœur se brisa. Il y avait Carly, enlevant son short de course, tandis qu'un type avec une coupe mulet était allongé sur le lit. J'ai ressenti une vague de nausée, mais j'ai eu la présence d'esprit de sortir mon iPhone et de commencer à enregistrer. Carly exécuta une petite danse suggestive avant de grimper sur le lit et de l'enfourcher. Ils commencèrent leur numéro. Je ne pouvais pas entendre leur conversation à travers la fenêtre et je ne voulais pas. Ce qui me frappa le plus, c'est à quel point Carly semblait mécanique et sans vie. Elle se contentait de faire les gestes, l'air ennuyé. Pourquoi risquerait-elle tout, notre mariage, notre vie ensemble, pour quelque chose d'aussi insignifiant? Ma poitrine me faisait mal. J'ai songé à faire irruption, mais je me suis retenu. Que pouvais-je dire ou faire qui arrangerait quoi que ce soit? Au lieu de cela, je rentrai chez moi rapidement, me changeai pour le travail et partis avant le retour de Carly. Quand j'arrivai au bureau plus tôt que d'habitude, je dis à Crystal, ma secrétaire, qu'on m'avait appelé pour une urgence et que je serais peut-être injoignable pendant la majeure partie de la matinée. J'avais besoin d'espace pour réfléchir. À 7h04 du matin, mon iPhone s'est allumé avec la photo de Carly. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Quelques instants plus tard, le téléphone du bureau sonna et je vis la lumière du récepteur clignoter. Crystal passa la tête dans mon bureau. C'est Carly, CH. Chuchota-t-elle. Je secouai fermement la tête, refusant de prendre l'appel. Crystal eut l'air confuse, elle savait que je n'ignorais jamais les appels de Carly, même pendant nos rares disputes. Elle hésita avant de se retirer à son bureau. Au début, je me sentais malin, pensant que je gérais parfaitement la situation. Mais si je suis si intelligent, pourquoi ma femme me trompe-t-elle avec un type qui ressemble à Joe Dirt? Plus j'y pensais, plus je réalisais à quel point ma position était précaire. Je devais être prudent, méthodique, jusqu'à ce que je trouve ma prochaine étape. Peut-être que c'était de ça que Carly parlait la nuit dernière. Ses mots exacts étaient « Le moment est venu et il nous reste environ une semaine. » Idiot, pensais-je. Je n'ai pas besoin d'une semaine. Si elle a besoin d'une semaine,
je peux le faire en 3 jours. J'ai appelé John Burman, un vieil ami de collège et un excellent avocat. John travaillait maintenant pour l'American Divorce Association for Men, spécialisée dans la garantie d'un traitement équitable des hommes dans les affaires de divorce. « Salut John », dis-je au téléphone. « Robbie, comment vas-tu » répondit-il joyeusement, bien que son ton changeât légèrement car il sentit que quelque chose n'allait pas. « Ce n'est pas un appel social », dis-je fermement. « Tu as un ami qui veut divorcer » demanda-t-il, à moitié en riant. « Oui, j'en ai un », répondis-je d'un ton monocorde. « D'accord, dis-m'en une autre », gloussa-t-il. « John, je suis sérieux. Carly me trompe avec un redneck minable, dis-je, ma voix tendue. L'attitude de John changea instantanément, il devint très professionnel. « Robbie, tu vas avoir besoin de preuves, quelque chose que nous pourrons présenter au tribunal ou utiliser à ton avantage. Je travaille avec une excellente société d'enquête privée. J'ai déjà les preuves, dis-je. Oh, demanda John. Donne-moi ton adresse email, répondis-je. J'ai téléchargé la vidéo de mon téléphone sur l'ordinateur de mon bureau et la lui ai envoyée. Quelques instants plus tard, le ton de John changea. Putain, Robbie, je suis tellement désolé, je pensais que tu plaisantais. John, j'ai besoin que les papiers de divorce soient prêts à être déposés dans 3 jours, lundi matin à 7 heures pile. Waouh, tu ne plaisantes pas, dit-il, impressionné. Non, c'est le travail de Carly, répondis-je sèchement. Vous n'avez pas d'enfant, vous gardez toujours des comptes bancaires séparés et la maison était à toi avant que vous ne vous rencontriez, dit-il, énumérant les faits. Exactement, confirmâme-je. D'accord, je vais devoir faire quelques nuits blanches, mais je peux le faire, m'assura-t-il. Merci John, tu viens de me sauver la vie, dis-je. Robbie, es-tu sûr de vouloir ça, demanda-t-il, son ton s'adoucissant. Toi et Carly avez toujours été le couple le plus heureux que je connaisse. Plus maintenant, dis-je. Et peut-être que ce n'était pas aussi parfait que tu le pensais. Merci, John. Appelle-moi si tu as des problèmes. Après avoir raccroché, j'ai appelé un serrurier pour obtenir un devis pour changer les serrures de ma maison. Quand je lui ai dit que j'avais besoin que ce soit fait à 6 heures du matin le lundi, il a hésité. Il semblait qu'il soupçonnait quelque chose d'illégal. J'ai rapidement expliqué la situation, l'assurant que j'aurais une pièce d'identité et des documents pour prouver que je suis propriétaire de la maison. Étonnamment, il accepta de faire le travail gratuitement, mentionnant qu'il avait vécu quelque chose de similaire par le passé. Le destin semblait être de mon côté pour une fois. Ensuite, j'ai envisagé d'appeler une entreprise de déménagement pour emballer les affaires de Carly et les laisser dans le jardin devant la maison. Ma deuxième idée fut de la faire attendre une ordonnance du tribunal pour récupérer ses affaires. Ma troisième idée, plus méchante, fut de tout jeter sur la pelouse, d'allumer les arroseurs et de laisser nos voisins curieux regarder le drame se dérouler. Au final, j'ai choisi la première option. C'était professionnel et je ne voulais pas de vengeance, ni sur Carly, ni sur son amant Lil Abner. Je voulais juste que la douleur cesse et que ce cauchemar se termine. Mais une chose était certaine, je ne ferai plus jamais confiance à une autre femme. Dorénavant, je garderai les choses occasionnelles. Je préférerais payer d'avance que de le payer plus tard. À l'heure du déjeuner, Carly avait appelé mon portable 18 fois et laissé 4 messages à Crystal, ma secrétaire. Ni Crystal ni moi ne fûmes surpris quand Carly se présenta pour m'emmener déjeuner. La vraie surprise fut mon absence. Mais sa voiture est toujours sur le parking, insista Carly. Ils sont tous partis dans le nouveau SUV, répondit Crystal avec une expression sérieuse. Je devais donner du crédit à Crystal. Elle n'avait peut-être pas les détails, mais elle savait clairement de quel côté son pain était beurré. Je savais que je devrais parler à Carly tôt ou tard, mais j'étais déterminé à repousser cette conversation le plus longtemps possible. Plus tard, JN me rappela pour discuter des détails. Il mentionna que les détectives privés avaient déjà gagné leur salaire. Ils avaient utilisé la vidéo pour retracer l'adresse de l'appartement, identifier l'amant de Carly et confirmer qu'il était marié. Comment cela m'aide-t-il, demandai-je, me sentant toujours dépassé. Robbie, même les gens du CST peuvent perdre la tête quand il s'agit de questions légales, expliqua John. Si vous voulez un divorce à l'amiable, sans contestation, où ce qui est à vous reste à vous et ce qui est à elle reste à elle, alors ce levier est crucial. Que se passe-t-il si elle s'y oppose, demandai-je. C'est là que les choses se compliquent. Elle pourrait commencer à pleurer,
prétendre que vous l'avez négligée ou maltraitée émotionnellement, et soutenir qu'elle a été forcée de vous tromper pour satisfaire ses besoins émotionnels. Ensuite, elle exigera des séances de conseil pour sauver le mariage. Si cela arrive, vous passerez des mois à l'écouter justifier son aventure tandis qu'un conseiller la félicitera de s'être ouverte. Je soupirai, réalisant à quelle vitesse les choses pouvaient dégénérer. Je veux juste que tout ça soit fini, John. Et nous en finirons, m'assura-t-il. Elle n'obtiendra très probablement pas votre maison, puisqu'elle était à vous avant le mariage, expliqua JN, mais tout actif acquis pendant le mariage peut être divisé en deux. Ça me va, dis-je. Je veux juste qu'elle s'en aille. Ah oui vraiment, répondit John d'un ton sec. Seriez-vous ravi de voir son petit ami de parc à roulotte conduire votre Mustang? Pas question, je les tuerai tous les deux, claquai-je. Exactement. Nous devons donc être prêts à sortir l'artillerie lourde si elle nous force la main, dit JN. Laissez-moi faire, c'est mon travail. Il raccrocha avant que je puisse répondre davantage. Sachant que Carly serait bientôt à la maison, je laissai un message sur le téléphone fixe au lieu d'appeler son portable. Je voulais éviter de lui parler directement. J'essayais de rendre ma voix désinvolte en disant que je travaillerais tard à cause de quelques problèmes au travail. Pendant que je laissais le message, ces mots de la nuit précédente résonnèrent dans mon esprit, « S'il te plaît, ne me trompe jamais. » Peut-être aurais-je dû lui demander la même chose, pensai-je amèrement, mais il était trop tard pour cela. Après le travail, j'allais dans un club avec des amis. La plupart d'entre eux étaient toujours mariés, et je me demandais combien d'entre eux avaient traversé quelque chose de similaire. Finalement, ils partirent rentrer chez eux, auprès de leur famille, mais je m'attardais, redoutant la confrontation qui m'attendait. J'entrai finalement dans ma maison à l'heure extrêmement tardive de 19h15. Le soleil ne s'était même pas encore couché. Carly me salua avec un flot de plaintes, pourquoi ne l'avais-je pas rappelé? Où avais-je été? Elle essaya de me serrer dans ses bras, mais je me dégageai, détournant l'attention en lui rappelant que je devais préparer ma voiture pour le Dream Cruise le lendemain. Je ne t'ai pas vu de toute la journée et la première chose que tu mentionnes, c'est la voiture, se plaignit-elle. Puis, en plaisantant, elle ajouta, tu ne m'aimes plus. Elle n'avait aucune idée à quel point ces mots étaient prophétiques. Bien sûr que si, mentis-je. C'est juste une longue et sale journée. Je dois partir tôt le matin et nous serons dehors toute la journée, ajoutai-je. J'ai vraiment besoin de laver et de polir la voiture maintenant. D'accord, chérie, dit-elle en soupirant. Je nous préparerai un dîner rapide et ensuite tu pourras prendre un bain pendant que je regarderai, dit-elle en me faisant un clin d'œil, essayant de me charmer. Il n'y avait aucune chance que cela se produise. Était-elle une accro à l'intimité ou quelque chose comme ça? Je restai dans le garage tard dans la nuit, frottant chaque centimètre de ma Mustang. Quand je rentrai enfin, Carly dormait déjà. Je me glissai dans le lit en gardant autant de distance que le matelas le permettait. Le lendemain matin, je me levai avant que Carly ne se réveille et quittait la maison. Dans un moment que je crus être de génie, je laissai mon iPhone sur la table de chevet avec un traitement de texte ouvert sur l'écran. On aurait dit que j'avais commencé à lui écrire une lettre d'amour mais que je ne l'avais pas terminée. Je savais qu'elle la lirait mais ne le mentionnerait pas, elle ne voudrait pas que je pense qu'elle avait envahi ma vie privée. En même temps, laisser le téléphone derrière moi garantissait qu'elle ne pourrait pas me contacter, retardant ainsi ses soupçons que quelque chose n'allait pas. Quand j'arrivai au Dream Cruise, un de ces moments apparemment aléatoires se produisit qui allait tout changer. Le Dream Cruise était devenu un événement à part entière, célébrant les voitures classiques et les hot rods. Initialement une affaire d'une journée, il présentait maintenant des véhicules de toutes les époques, circulant sur le Central Boulevard entre Ferndale et Pontiac, Michigan. Malgré son itinéraire de banlieue, il était considéré comme un événement typiquement de Détroit, bien qu'ironiquement il n'entre jamais dans les limites de la ville. Chaque ville participante organisait ses propres événements, des fêtes sur le thème des années 1950 aux expositions célébrant des marques ou modèles de voitures spécifiques. Pour moi, le point culminant était Mustang Alley à Ferndale. C'était un paradis pour les passionnés de Mustang, avec jusqu'à 600 Mustangs de toutes les époques et de tous les styles exposés le long de la route de 9 miles. Des milliers de personnes passaient, admirant et photographiant les voitures. Alors que je me garais quelque part au milieu de l'événement, je remarquai une paire de jambes désormais familières. La silhouette à laquelle elles appartenaient se penchait, révélant une courbe en forme de cœur que je n'avais pas remarquée auparavant. Je n'avais même pas commencé à polir ma voiture avant de me retrouver à marcher vers ces jambes et leurs propriétaires.
C'est ton rendez-vous galant, demandai-je alors que Becca se redressait rapidement, me lançant un de ses sourires radieux. Alors tu es là pour aider ton petit ami avec sa voiture, continuai-je, insistant sur mon malentendu. Tu dois vraiment l'aimer pour faire ça. Eh bien, dit-elle en riant doucement, je n'ai pas de petit ami. C'est ma voiture. Très impressionnant, dis-je, encore plus intrigué. Voyons voir, c'est une décapotable V6 de 2009 avec un système d'échappement double personnalisé, un échappement Mac Performance, n'est-ce pas? Ses yeux s'écarquillèrent. Waouh, vous connaissez vraiment vos Mustangs. Comment avez-vous su que c'est une V6 et non une GT? Et comment avez-vous su que c'est une 2009? Je souris, savourant l'occasion d'expliquer, votre pare-choc arrière est droit, il n'a pas les découpes pour le système d'échappement double qui était standard sur tous les modèles de 1999 à 2004. Cela signifie que vous avez ajouté vous-même l'échappement double. Les GT sont toujours équipés d'un échappement double d'usine. De plus, vous n'avez pas de phares anti-brouillard, un autre signe clair que c'est une V6. Enfin, les badges d'anniversaire sur les ailes ne sortent que tous les 5 ans. Cette voiture ne pourrait pas être une 2004 parce que c'est le mauvais style de carrosserie, et ce n'est certainement pas une 2014 puisque c'était encore dans les rêves des designers à l'époque. C'est donc une 2009. Je terminai par une révérence enjouée et elle rit. Alors, pourquoi êtes-vous ici? Et où êtes-vous? Comment elle s'appelle déjà? Désolé, je ne me souviens plus du nom de votre femme, demanda-t-elle. C'est Carly, répondis-je, et dans quelques jours, elle sera mon ex-femme. Cela refroidit notre conversation un instant, et la journée aurait pu continuer sans incident jusqu'à ce que le destin intervienne. Robbie, j'ai un problème, dit une voix derrière moi. Je me retournai pour voir Becca marcher vers moi de nouveau. Cette femme savait comment faire impression sans même essayer. Elle portait un simple t-shirt et un short modeste s'arrêtant à environ 3 pouces au-dessus de ses genoux. Pourtant, ses jambes musclées, ses cuisses athlétiques et sa confiance en soi naturelle la faisaient ressortir. Le t-shirt n'était pas moulant, mais il mettait juste assez en valeur sa silhouette. Ses cheveux n'étaient pas coiffés et elle ne portait pas de maquillage, pourtant elle éclipsait chaque mannequin de salon automobile. Oh mon Dieu, c'est incroyable! Quel genre de voiture est-ce? Demanda-t-elle en pointant une Mustang jaune vif. C'est une GT de 2006 avec un capot shaker, peinte en jaune éclatant avec des bandes de course noires, répondis-je. Si c'est la voiture de votre future ex-femme, vous deviez vraiment l'aimer pour faire ça, dit-elle en taquinant. Puis, voyant ma réaction, son ton changea, je suis tellement désolé, je ne voulais pas dire ça. Elle tendit la main et me toucha le bras, et ce fut comme un choc électrique. Pendant un instant, toutes les pensées de Carly et de sa trahison s'évanouirent. Je suis vraiment désolé, pardonnez-moi, dit-elle doucement, sa voix sincère. Alors, quel est le problème, Becca? Demandai-je, déplaçant le sujet. Qu'avez-vous apporté pour le déjeuner? Demanda-t-elle. Je fis une pause, réalisant que je n'avais rien apporté. Ce fut une longue et chaude journée, et je me sentis un peu ridicule. Il y a un McDonald's dans la rue, suggérai-je. Elle rit. Alors vous comptez faire des allers-retours au McDonald's toute la journée, même si votre voisine au moins a apporté un déjeuner gastronomique et un coffre-play. De collation quand-elle. Il l'a dit comme ça, j'ai ri aussi, oui, c'était le plan. Pourquoi ferais-tu ça alors que je te propose de partager? A-t-elle taquiné. Les femmes veulent toujours quelque chose en retour, ai-je murmuré, puis j'ai ajouté plus fort, tout ce dont tu as besoin, Becca, si je l'ai, c'est à toi. Juste comme ça, a-t-elle demandé en souriant. Juste comme ça, ai-je répondu. Eh bien, j'ai oublié tous mes produits d'entretien automobile, a-t-elle admis. J'ai besoin de spray de polissage rapide, de polish chrome, de gel pour pneus et de nettoyant pour vitres. J'ai ouvert mon coffre et je lui ai tout donné ce dont elle avait besoin. Elle n'avait jamais utilisé de gel pour pneus auparavant, alors je lui ai montré comment l'appliquer. Elle fut étonnée de l'éclat que cela donnait à ses pneus. Et de cette façon, tu gaspilles moins de produits, ai-je ajouté. Nous avons passé le reste de la journée près de nos voitures, à parler et à rire. Je ne me souviens plus combien de personnes sont passées, ni même si quelqu'un est passé. Nous avons parlé de tout, des voitures qui roulent, de mon divorce imminent. Elle a compris plus que ce à quoi je m'attendais. Elle avait vécu la même chose 4 ans auparavant, ce qui expliquait pourquoi elle n'avait pas de petite amie, elle ne voulait pas répéter ses erreurs passées. Quand il a été temps de partir,
je ne voulais pas que la journée se termine. J'ai pensé à l'inviter à dîner, mais j'ai décidé de ne pas le faire, jugeant que cela pourrait être inapproprié compte tenu des circonstances. Nous nous sommes dit au revoir et alors qu'elle s'éloignait, j'aurais juré que son sourire était un peu plus large quand elle a dit « à demain matin ». Quand je suis rentré à la maison, Carly m'attendait. Il n'était que 18 heures, mais elle était déjà habillée ou plutôt déshabillée pour le lit. Elle portait un doux déshabillé violet que je n'avais jamais vu auparavant. La table était dressée pour l'un de ces petits dîners romantiques, steak sauté, poulet et légumes assortis. D'habitude, quand Carly cuisinait quelque chose comme ça, cela signifiait que nos moments intimes semblaient destinés à mener à une plus grande intimité dans la chambre. « Carly, je t'aime tellement, ai-je menti, mais je ne me sens pas bien. Je suis fatigué et je crois que je couvre quelque chose. Si tu l'as, je l'attraperai aussi, a-t-elle dit. En fait, j'étais plus inquiet d'attraper une infection d'elle, mais j'ai sagement gardé cette pensée pour moi. Eh bien, c'est le bon moment pour nous de parler, a-t-elle dit. Est-ce une question sérieuse, ai-je demandé. Très sérieuse, a-t-elle répondu. Est-ce urgent? Faut-il prendre une décision tout de suite, ai-je demandé de nouveau. Pourquoi demandes-tu, a-t-elle rétorqué. Eh bien, j'ai une très longue course demain matin, et je pensais, si possible, peut-être la reporter à lundi soir, ai-je expliqué. De cette façon, tout mon travail au bureau sera fait, ma plus longue course de la semaine sera derrière moi, et je pourrai me concentrer pleinement sur ce que tu as à dire. Carly a semblé considérer mes paroles un instant, puis a accepté. D'accord, ce n'est rien qui ne puisse attendre un jour de plus. Quand nous parlerons, je pense que tu seras surpris, car c'est quelque chose qui pourrait changer nos vies, a-t-elle dit. J'espère que tu es d'accord avec ça, parce que je veux vraiment que nous le fassions, a-t-elle ajouté. Oh oui, ai-je dit, bien que mon esprit soit ailleurs. J'étais convaincu qu'elle prévoyait de me quitter pour ce type du parc de caravane qu'elle fréquentait. Je me demandais ce qui le rendait tellement meilleur que moi. Ça ne pouvait pas être leur nuit ensemble, en les regardant, ce n'était pas aussi intense que ce que nous avions. Cela semblait juste deux personnes qui faisaient les choses par ennui. Elles ne semblaient pas apprécier, et elles ne semblaient même pas préférer leur position habituelle. Quelle pouvait bien être l'attraction? Puis ça m'a frappé, peut-être que c'était moi qui ne comprenais pas. Peut-être que ce qu'elle obtenait de Jethro était exactement le genre de connexion qu'elle désirait. Si tel était le cas, je serais heureux de la laisser partir. Je me suis juré qu'une fois cela terminé, je ne laisserai plus jamais une autre femme s'approcher autant de mon cœur ou de mes sentiments. Pourtant, au fond de mon esprit, je ne pouvais m'empêcher de penser à Becca. Le dimanche, je me sentais plus détendu. Je me suis réveillé avant l'aube, sincèrement excité par la longue et difficile course à venir. Cette nuit-là, Carly s'est retournée et a enlacé mes bras et mes jambes comme si j'étais sa bouée de sauvetage. Elle n'avait aucune idée à quel point cela me semblait vrai. La seule pensée dans mon esprit était de savoir comment je pourrais l'éviter un jour de plus. Le simple fait de la voir évoquait des images d'elle avec Barney. Prudemment. Je me suis libéré de son étreinte et je suis sorti du lit. C'est incroyable à quelle vitesse les émotions peuvent changer. Il y a seulement 2 jours, j'étais tellement amoureux de cette femme que j'aurais volontiers donné ma vie pour elle. Je ne pouvais pas imaginer un avenir sans elle. Maintenant, elle n'était plus qu'une autre personne dans ma vie. Je savais que ses pensées étaient alimentées par la colère et que je traverserais encore de nombreuses étapes et émotions avant que tout cela ne soit terminé. Mais pour l'instant, tant que je pouvais clairement voir la douleur qu'elle m'avait causée, j'avais besoin d'être libre. Je me suis habillé et j'ai réchauffé des restes de pizza au micro-ondes pour une collation rapide avant la course. J'ai fouillé le frigo, remplissant mon sac de Snapple, Pepsi, Gatorade et d'eau. J'ai ajouté des barres granola aux fruits et des bretzels avant de quitter la maison. C'est amusant, quand j'ai atteint la porte, j'ai vu presque la même installation qui m'attendait, avec une note de Carly. La note disait, « Sois prudent, il va faire très chaud dehors aujourd'hui. S'il te plaît, ne te force pas trop pour une seule course, car quelqu'un t'aime et ne peut pas vivre sans toi. Pour toujours à toi, Carly. » Après avoir lu la note, j'ai soudainement ressenti le besoin de courir. Je suis monté dans ma voiture, une Taurus aujourd'hui, car je ne voulais pas risquer de rayer la Mustang. Dès que j'ai fermé la porte, j'ai éclaté de rire. Oh bien sûr, elle m'aime tellement, ai-je pensé, et pourtant elle a fréquenté un type 3 fois par semaine. Pour toujours, a maintenant un tout nouveau sens, un peu plus de 24 heures, apparemment. Quand je suis arrivé au parc, il commençait juste à faire jour.
J'ai immédiatement remarqué la Mustang de Becca garée là, avec elle assise sur le capot. Elle n'a même pas levé les yeux quand je me suis approché. Je me suis garé à côté d'elle, réalisant qu'elle me semblait plus attirante à chaque fois que je la voyais. Quand je suis sorti de la voiture, son visage s'est illuminé en me reconnaissant. Je cherchais une tache jaune, a-t-elle dit avec un sourire. Je ne voulais pas qu'elle transpire, ai-je répondu avec un sourire. Un homme qui gâte sa voiture gâtera probablement ses femmes, a-t-elle taquiné en riant. Il y eut de nouveau ce silence gênant alors que nous réalisions tous les deux ce qu'elle venait de dire. Puis elle a ouvert la bouche et a commencé à faire d'étranges mouvements avec ses mains. « Que fais-tu » ai-je demandé, l'amusement dans la voix. « J'essaie de retirer mon pied de ma bouche » a-t-elle ri. Cela a suffi à briser la tension et la chimie entre nous a recommencé à s'intensifier. Nous avons commencé à courir à un rythme facile. Heureusement, le parc avait une simple piste ovale d'environ 3 miles de long. Mon objectif pour la journée était de 22 miles, tandis que le sien était de 14, la plus longue distance qu'elle ait jamais tentée, son maximum précédent étant de 10 miles. Nous allons tous les deux nous sentir brisés après ça, ai-je plaisanté en commençant. Après quelques kilomètres, le soleil s'est levé, nous offrant une vue magnifique. Il n'était pas encore assez haut pour nous brûler, mais la lumière douce et les couleurs étaient superbes. J'avais dû voir le lever du soleil dans ce parc des centaines de fois, mais pour la première fois, j'ai vraiment remarqué à quel point c'était magnifique. Ça doit être la compagnie, ai-je murmuré. Quoi, a demandé Becca. J'ai vu le lever du soleil tant de fois ici, mais je n'ai jamais vraiment remarqué à quel point c'est beau jusqu'à maintenant. Je pense que c'est grâce à la compagnie, ai-je dit, la voix plus basse. Je t'aime bien aussi, a-t-elle répondu sérieusement, puis après une pause, elle a ajouté, je ne comprends juste pas. Tu as l'air d'un type si gentil, pourquoi divorces-tu? Carly? Ai-je commencé. Contrairement à notre conversation de samedi, je n'ai rien retenu. Pendant que nous courions, je lui ai tout raconté, y compris comment elle avait joué un rôle dans la découverte de la tromperie de Carly. Quelle idiote, a-t-elle lâché, puis s'est rapidement excusée. Désolé, ça m'a échappé. J'ai jeté un coup d'œil au compteur de tours sur ma montre. Becca, tu devrais marcher pour te rafraîchir, lui ai-je dit. Oh, tu essaies de te débarrasser de moi, a-t-elle taquiné. Je suis désolé d'avoir traité ta femme comme ça, mais honnêtement, si la femme que j'avais épousée était la moitié aussi gentille que toi, nous serions encore mariés, rien ne pourrait nous séparer, a-t-elle dit avec conviction. Becca, je n'essaie pas de me débarrasser de toi, ai-je dit en montrant ma montre. Nous venons de courir 16 miles. Oh, a-t-elle dit en reprenant son souffle. Je suis sûr que tu as des choses à faire aujourd'hui. C'était une excellente course, ai-je répondu. Le coffre de ma voiture est ouvert, il y a des boissons et des snacks dedans. Tu devrais prendre quelque chose et commencer à récupérer dès que possible. Becca, non. J'ai continué ma course à travers la pelouse centrale, passant devant les cours de tennis, un itinéraire plus rapide pour revenir au parking. En terminant ce tour, je réalisai qu'il me restait encore 5 miles à parcourir. Quand je revins au parking, sa voiture avait disparu. Épuisé, je terminai mes miles, parvenant à peine à retourner à ma voiture. Je pris un Pepsi dans le coffre et remarquai quelque chose d'inhabituel, mon sac isotherme avait disparu. À sa place se trouvait une note qui disait « Aire de pique-nique, Grand Chêne ». Trop fatigué pour marcher, je roulai le demi-mile jusqu'à l'aire de pique-nique, qui était cachée de la route et accessible uniquement si l'on connaissait son existence. La voiture de Becca était garée à proximité, et mon sac isotherme était là aussi. Soudain, ma fatigue disparut. Je ne sais pas comment elle avait fait, ni où elle avait trouvé des assiettes en carton et d'autres fournitures, mais Becca avait transformé mes fruits et mes collations en un adorable petit déjeuner préparé. Elle se tenait près de la table de pique-nique, s'étirant à l'ombre d'un grand arbre. J'aurais pu rester là des heures à la regarder, malgré mes jambes nouées par les crampes. « Te voilà, dit-elle, brisant le silence. Tu m'as manqué? Je pensais que tu étais rentré, avouai-je. J'étais si fatigué que j'aurais pu te frapper, plaisanta-t-elle, mais je n'étais pas encore prête à ce que ça se termine. Je m'approchai de la table et pris un Snapple, examinant l'installation. « Que cherches-tu » demanda Becca, prenant une gorgée de mon Pepsi. Je répondis, « Oh mon Dieu, c'était pour toi ?» Je pensais que tu avais découvert d'une manière ou d'une autre mon amour fou pour le Pepsi et que tu l'avais apporté pour moi. Elle rit. Nous passâmes quelques heures de plus là,
à parler de tout et de rien, avant de finalement rentrer chez nous. Quand je suis rentré, Carrie m'attendait. Elle semblait réellement inquiète, ou peut-être juste une actrice douée. Peut-être était-elle vraiment inquiète. J'avais déjà entendu dire que les gens pouvaient aimer deux partenaires en même temps, mais de manière différente. Bon sang, j'aimais mes deux voitures, mais pas de manière égale. Je commençais à m'interroger sur mes sentiments pour Carrie. M'aimait-elle mais cherchait-elle l'intimité avec Monsieur Haney pour le frisson, ou l'aimait-elle vraiment mais savait qu'elle ne serait jamais heureuse avec la vie qu'il pouvait offrir, alors elle restait avec moi, faisant semblant d'être contente et me donnant des nuits comme prix de consolation pour me garder près d'elle? Pourquoi es-tu parti si longtemps? Demanda-t-elle. Je crois que je me suis froissé un muscle, mentis-je. Ça faisait très mal, mais je devais finir. Alors tu as continué à courir même en ayant mal, aggravant probablement la blessure, réprimanda-t-elle. Elle était soit une actrice digne d'un Oscar, soit réellement perturbée. Quoi qu'il en soit, j'avais trouvé ma porte de sortie. Elle remplit la baignoire d'eau chaude savonneuse pour moi et me tendit du Tylenol pour la douleur. J'allais te demander de venir avec moi chez ma mère aujourd'hui, mais je vais l'appeler et lui dire que nous viendrons la semaine prochaine, dit-elle. Pourquoi ne vas-tu pas, suggérai-je. Je vais probablement dormir la majeure partie de la journée, dis-je, puis je réalisai que j'avais failli faire une gaffe. Je veux dire, tu n'as pas à attendre la semaine prochaine, me corrigeai-je rapidement, essayant de masquer mon erreur. Non, je devrais rester avec toi, dit Carrie, ses yeux se plissant de suspicion. Carrie, vas-y, dis-je fermement. Je croyais sincèrement qu'elle allait chez Gober rencontrer quelqu'un, mais je ne me souciais pas de l'endroit où elle allait ni du temps qu'elle y passait, tant qu'elle était de retour demain à 7 heures pour signer les papiers du divorce. Je n'étais même pas sûr de vouloir qu'elle revienne du tout. Après son départ, je pris un long bain pour récupérer de ma course, puis je me couchai, tentant de dormir, mais mon esprit s'emballait, trop excité pour se reposer. Mes pensées dérivèrent vers Becca, et elle n'était pas toute innocente. Quelle est la différence, me demandai-je. Quelle est la différence entre ce que Carrie a fait et ce que j'ai envisagé de faire? La seule vraie distinction était que Carrie avait agi et moi non. En fait, je n'y avais même pas pensé avant maintenant, lorsque je réalisai qu'il n'y avait aucun moyen pour moi de revenir à mon ancienne vie avec Carrie. Alors que je fermais les yeux, des images vives emplirent mon esprit. J'imaginais Carrie avec Gober, allongée tranquillement à côté de moi dans mon lit. Les scènes étaient si ternes et sans vie qu'elles ne me réveillèrent même pas. Puis elle me dit qu'elle était enceinte, souriant d'une manière qui rendait clair que l'enfant n'était pas le mien. Quand le bébé naquit, il portait un chapeau de paille et mâchait un brin de foin. Finalement, je finis par m'endormir, bien que je n'ai aucune idée de quand Carrie était rentrée. Elle aurait pu être partie 1 heure ou 2, ou toute la nuit. Je doutais cependant de cette dernière option, car il y avait de la nourriture sur la table de chevet et Carrie ne mangeait jamais après 21 heures. Il y avait aussi un livre ouvert sur la table, ce qui me dit qu'elle avait passé une autre soirée sans lui. Elle se préparait probablement à aller au parc de Caravane pour voir son véritable amour, Sam Duquet. Je jetai un coup d'œil au réveil phosphorescent, regardant les secondes s'écouler jusqu'à ce que l'alarme sonne, marquant la fin de mon mariage. Il n'est pas trop tard, me dis-je. Tu peux encore annuler ça. Carrie enroula de nouveau ses bras autour de moi, comme si je signifiais réellement quelque chose pour elle. Pendant un instant fugace, je pensais que j'aurais peut-être dû acheter un chapeau de cow-boy. Malgré tout, être allongé là avec une femme qui semblait m'adorer faisait du bien, surtout quand elle se penchait maladroitement juste pour être plus près de moi. Puis l'alarme sonna et je sentis la tension parcourir le corps de Carrie. Je décidai à ce moment-là que ses actions aujourd'hui détermineraient tout. Si elle restait, je la confronterais mais essaierais de sauver notre mariage. Si elle partait, ce serait terminé pour de bon. Je ne forcerais sa décision dans aucune direction, ce devait être son choix. Carrie commença à se lever et, pour une raison quelconque, des larmes me montèrent aux yeux. Je mis mes règles de côté. Pourquoi ne restes-tu pas à la maison aujourd'hui, demandai-je, brisant ma résolution de ne pas l'influencer. Peut-être la prochaine fois, chérie, dit-elle en m'embrassant légèrement, mais aujourd'hui, je dois vraiment y aller. Une course de plus ou de moins ne te tuera pas, répliquai-je sèchement. Celle-ci est très importante, dit-elle. C'est juste quelque chose que je dois faire. Et avec cela, les dés étaient jetés. Regarder Carrie s'habiller pour la dernière fois me remplit de tristesse. Bien sûr, elle avait pris quelques kilos en trop au cours de la dernière année, même avec ses 3 séances de course par semaine,
mais je m'en fichais. Il y a seulement 3 jours, elle était encore la plus belle chose de mon monde. Ce que nous avions me manquait, même si c'était un mensonge. « Tu te sens mieux ?» demanda-t-elle, m'embrassant légèrement sur la joue. « Physiquement, probablement, » murmurai-je. « C'est ce dont j'ai besoin. »« Quand je rentrerai, enlève tes vêtements et sois prête pour moi, » dit-elle avec un sourire espiègle. « Et n'oublie pas, nous avons une conversation ce soir, » ajouta-t-elle, son ton devenant sérieux. Dès que la voiture de Carrie s'éloigna, les camions arrivèrent. La Lexus de John s'arrêta juste derrière eux. J'ouvris la porte et les hommes commencèrent à entrer dans la maison. Alors que je finissais de m'habiller, l'un commença à s'occuper de la porte d'entrée tandis qu'un autre s'attaquait à l'arrière. Outre John et moi, il n'y avait que 6 hommes dans la maison, bien que je m'attendais à plus. Ils se déplacèrent rapidement, emballant tout ce qui était de près ou de loin lié à Carrie, ses produits de toilette, accessoires de bain et bien plus encore, dans des boîtes soigneusement étiquetées. Chaque article pouvait être facilement retrouvé si nécessaire. Environ 10% des boîtes furent laissées sur la véranda avant, tandis que le reste fut chargé dans un grand camion. Le camion suivrait Carrie où qu'elle veuille, déchargeant même les cartons pour elle à l'autre bout. Je ne pus m'empêcher de pleurer en voyant tout se dérouler. Les déménageurs finirent en moins de 30 minutes. John me présenta l'huissier, qui était là pour signifier les papiers du divorce à Carrie. Je lui serrai la main puis me précipitai vers ma voiture. Je suivis ma routine habituelle, m'arrêtant pour prendre le café et les donuts préférés de Carrie une dernière fois. Je rentrai juste avant 6h55 du matin, récupérer les nouvelles clés des portes et regarder tout le monde, sauf le chauffeur et le chargeur du camion restant, partir. John m'informa que tout, y compris l'ordonnance restrictive concernant le bâtiment où je travaillais, était maintenant en vigueur. En raison de son ancienne amitié avec Carrie, il admit qu'il ne voulait pas être là, et moi non plus. Alors que nous partions dans des directions opposées, je vis la voiture de Carrie s'engager dans l'allée. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'arrêtai à mi-chemin dans la rue pour regarder. Carrie s'approcha de la véranda, l'air inhabituellement heureuse. Pourquoi ne le serait-elle pas? Elle venait de rentrer d'une nuit de passion et se préparait probablement à me porter un nouveau coup émotionnel. Je la vis essayer d'ouvrir la porte, sans se douter de rien. Vers les cartons empilés à proximité. Le huissier s'appépr. Hocha d'elle. Ils échangèrent quelques mots avant qu'il ne lui tende l'enveloppe. Carly laissa échapper un cri si perçant que je l'entendis d'au moins la moitié de la rue. Elle tomba à genoux et resta assise là. Je partis. J'aimerais pouvoir dire que voir sa réaction a effacé toute ma douleur ou que je me suis senti mieux, mais ce ne fut pas le cas. Cela a cependant émoussé le tranchant de mon angoisse, me mettant sur la voie du rétablissement. Les jours suivants passés avec Becca ont aidé à apaiser la blessure. J'avais souvent entendu dire que l'amour ne pouvait pas s'éteindre comme un interrupteur, mais il semblait que remplacer un mauvais amour par un meilleur pouvait faire des miracles. À peine 24 heures plus tôt, j'avais vécu le plus grand choc de ma vie, mon compagnon, l'amour de ma vie, me demandait le divorce. Bien que Robbie m'ait mise à la porte, il l'avait fait aussi gentiment que possible, ce qui me laissait penser qu'il m'aimait toujours, même s'il avait décidé que nous ne pouvions pas continuer. Après avoir fini de pleurer, j'ai demandé au chauffeur de camion de me déposer chez ma mère. Je l'avais vu la veille pour lui annoncer d'autres nouvelles, donc celle-ci serait un choc. Je n'ai pas défait mes affaires parce qu'au fond de moi, je ne comptais pas rester là assez longtemps pour en avoir besoin. J'ai vu que John Burman était l'avocat de Robbie et j'ai décidé de l'appeler. « Salut John », dis-je au téléphone en luttant contre les larmes. « Carly », répondit-il prudemment. « Oui, c'est moi », dis-je. « Carly, nous ne devrions pas parler sans la présence de ton avocat, dit-il. « Je n'en ai pas, pleurai-je. « Eh bien, en tant qu'ami, je te conseillerais d'en trouver un, répondit-il. « Pourquoi, John ? Je ne veux pas d'avocat, je ne veux pas divorcer, je veux juste Rob, sanglotai-je. Dis-lui que je ferai tout ce qu'il veut. Je ne comprends pas pourquoi cela arrive. Je l'aime tellement. Carly, si tu prends un avocat, nous pourrons organiser une rencontre pour en discuter. Robbie s'efforce vraiment de rendre les choses amicales, il veut être juste, dit John. La seule chose que je veux, c'est mon mari, dis-je à travers mes larmes. Il ne veut que la maison et sa Mustang. Tu peux garder tout le reste, y compris tous les meubles, et même si vous avez acheté ta voiture ensemble, il veut que tu la gardes, expliqua John. Pourquoi fait-il ça, hurlai-je. Carly,
prends un avocat et nous pourrons organiser une rencontre, dit-il fermement. D'accord, j'aurai un avocat dans l'heure, lui dis-je. Nous fixerons une rencontre pour demain 9 h à mon bureau, dit John avant de raccrocher. La première chose qui me vint à l'esprit fut que quelqu'un forçait Robbie à divorcer de moi. Mais ensuite, j'y ai réfléchi davantage. Je me suis souvenu de son comportement étrange et du fait que nous n'avions pas été intimes depuis jeudi matin. Cela ne faisait que quelques jours, mais nous étions habitués à être ensemble plusieurs fois par jour, même après 8 ans. Je désirais son contact, le simple fait de le voir suffisait à m'exciter. La vie sans lui me semblait inimaginable. Cette pensée me fit pleurer à nouveau. En y réfléchissant davantage, je fus convaincu d'avoir trouvé la raison. Si j'avais raison, je pourrais reconquérir Robbie. Je n'avais qu'à renoncer à ce que je pensais vouloir, en perspective, cela ne semblait plus si important. Le moment était bien choisi, et je réalisais que Robbie n'était probablement pas content de ce que j'avais suggéré jeudi ou vendredi. Ce serait un changement de mode de vie significatif pour nous deux, et il n'était peut-être pas prêt pour cela. J'étais prête, mais seulement avec lui. Sans lui, peu importe la joie que cela m'apportait, ça n'en valait pas la peine. J'ai ouvert l'annuaire téléphonique et appelé le premier avocat que j'ai trouvé. Nous avons parlé pendant environ 1 h 30. Mon avocat m'a demandé de lui lire quelques paragraphes des documents de divorce et a demandé une copie pour ses dossiers. Il a remarqué qu'il semblait que j'étais quitté pour une autre femme et a suggéré que je pourrais probablement négocier davantage dans le règlement. Je ne veux pas plus, dis-je fermement. Je veux récupérer Robbie. Je lui ai expliqué ce que je voulais discuter avec Robbie. Il m'a dit que beaucoup d'hommes ne sont simplement pas prêts pour certains changements de vie et que si la raison du départ de Robbie était vraiment des différences irréconciliables, alors ce serait un point valable à aborder. L'accord lui-même était juste, a-t-il ajouté, et il a suggéré que nous passions à la réunion et que nous planifions notre stratégie après. Il a demandé s'il pouvait y avoir d'autres raisons pour lesquelles Robbie voudrait divorcer, mais je n'en ai trouvé aucune. Et me voilà, assise à une table 24 heures plus tard, à attendre John et Robbie. Mon avocat semble un peu jeune, mais ça ne me dérange pas, il n'est là que pour faciliter la réunion. Mon objectif est clair, Hélène. Il n'y aura pas de divorce. Je préférerais mourir plutôt que de laisser Robbie me quitter. S'il avait trouvé quelqu'un d'autre, elle ferait mieux d'être préparée à ma colère. Prendre un peu de poids n'est pas une raison de jeter un mariage à la poubelle. John entra le premier, suivi de Robbie. Mon mari avait l'air si bien aujourd'hui. J'ai souri en le voyant, mais il ne m'a pas rendu mon sourire. En fait, il a évité mon regard, et la douleur dans ses yeux était indubitable. Cela m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre, avais-je fait quelque chose pour le blesser? La pensée était insupportable. Je ne pouvais plus me retenir. D'accord, Robbie, si tu ne veux pas avoir d'enfant avec moi, j'oublie ça. Rentrons à la maison. Je me suis vidé de mes émotions. Robbie parut choqué, et John aussi. De quoi tu parles, Carly? Demanda Robbie doucement. Je pensais que tu avais compris, bégayai-je. Je voulais te dire que je veux avoir tes enfants, mais je sais que tu n'es pas prêt à être père. Peut-être que tu ne le seras jamais, alors tu as décidé que puisque je veux des enfants et toi non, nous devrions divorcer pour que chacun ait ce qu'il veut. Mais Robbie, je t'aime, plaidai-je. Il a reniflé quand j'ai dit ça. Je n'aime que toi, et sans toi, je n'ai pas de vie, continuai-je. Nous n'avons pas besoin d'avoir des enfants maintenant, ni jamais, dis-je tristement. Un lourd silence tomba dans la pièce. L'air était épais de tension. Robbie se leva, se dirigea vers la télévision au bout de la table et l'alluma. J'espérais ne pas avoir à faire ça, dit-il doucement, retenant ses larmes. Je n'avais prévu de montrer ça que si les choses tournaient mal. Mon cœur se brisa à nouveau en le voyant lutter contre ses émotions. Carly, j'adorerais avoir des enfants avec toi. Je ne peux rien imaginer de mieux, dit-il. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas en avoir, Robbie? Demandai-je désespérément. Parce que je ne saurai jamais s'ils sont vraiment les miens, et je ne peux pas vivre avec ça, dit-il doucement. Carly, nous devons divorcer. Robbie appuya sur lecture sur la télécommande et la vidéo commença. Ce fut une expérience surréaliste de me voir à l'écran, cela ne me semblait pas réel. La première chose que j'ai remarquée, c'est que j'avais l'air plus grosse que je ne le pensais, et la réalisation me frappa comme une gifle. Alors que la vidéo se déroulait, j'ai reconnu l'endroit et mon cœur se serra. Oh non, pensai-je, s'il vous plaît,
que ce ne soit pas ce que je crois. Mais c'était ça, je me déshabillais et traversais la pièce. Mon amant, Marc, était déjà sur le lit. En me voyant monter sur le lit, je ne pus m'empêcher de penser, mes fesses sont-elles vraiment aussi grosses? L'acte intime se déroula à l'écran. Je voulais disparaître. Mon avocat avait l'air personnellement offensé par la trahison. Je me sentais humiliée et honteuse, mais rien ne pouvait se comparer à la vue de Robbie. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'il regardait, et c'était comme si un étau s'était resserré autour de ma poitrine, m'étouffant. Pour la première fois, je réalisais, je pouvais le perdre pour de vrai, pour toujours. Jusqu'à ce moment, rien ne semblait réel, c'était comme un cauchemar dont je pouvais me réveiller. Mais maintenant, je réalisais tout ce que j'avais à perdre. Je n'abandonnerai pas sans me battre. Robbie, ce n'est pas ce que tu penses. Je peux expliquer, criai-je, mais Robbie ne me regarda même pas. Il resta assis, la tête baissée sur la table, sanglotant. John suggéra, bien que ce ne fût pas un procès, de faire une pause pour discuter de la situation. Il conduisit Robbie hors de la pièce. Dès que la porte se referma, mon avocat se tourna vers moi, le visage rougi de colère. « Espèce d'idiote » hurla-t-il. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ça? Tu as déjà tout perdu. » « Signe ces foutus papiers avant qu'il ne change les termes, » cria-t-il. « Tu as de la chance que Robbie soit gentil. Et que son avocat soit indulgent avec toi. Si je le représentais, nous te poursuivrions pour adultère et nous nous assurerions que toutes tes connaissances voient cette vidéo. Nous poursuivrions même ton amant pour rupture de liens familiaux, et s'il est marié, nous nous attaquerions aussi au dossier de sa femme. Il poussa les papiers vers moi. « Signe juste ces foutus papiers, dit-il. Je veux mon mari, bégayai-je. Il me regarda. Avec une frustration totale, comme un parent qui voit son enfant laisser tomber la glace qu'il avait tant supplié. Son expression disait tout, je t'ai donné cette chance et tu l'as gâchée. Passe à autre chose. Nous pouvons t'offrir des conseils, a-t-il dit sèchement, mais soyons honnêtes, ça ne marchera pas. Comme tu l'as dit, c'est un homme bien, il t'aime, mais tu l'as détruit. Tout le monde peut le voir. Si cela va au tribunal et qu'il pleure pour toi comme il vient de le faire, puis qu'il montre cette vidéo, tu perdras tout. Il a soupiré lourdement et a ajouté, je te ferai une dernière faveur. Je ne peux plus te représenter, il y a un conflit d'intérêts. Cela signifie qu'ils ne pourront pas avancer tant que tu n'auras pas trouvé un autre avocat, ce qui te fera gagner du temps. Il a rassemblé sa mallette et s'est dirigé vers la porte. Je t'enverrai la facture, a-t-il murmuré avant de partir. Alors que la porte se refermait, je l'ai entendu dire à Robbie, « Désolé, mec », en s'éloignant. Quelques instants plus tard, Robbie et John sont revenus dans la pièce. Je sais que mon avocat est parti, mais j'ai juste besoin d'expliquer ça, pouvons-nous parler, j'ai supplié. Robbie a hoché la tête à contre-cœur. Je pouvais voir qu'il voulait juste en finir et je savais que si je gâchais ça, je ne le reverrais plus jamais. John a interjeté, seulement si tu signes une décharge reconnaissant que tu poursuis cette réunion sans avocat et que tu acceptes que la conversation soit enregistrée. N'importe quoi, j'ai dit, écartant sa proposition. Je me suis tourné vers Robbie, ma voix tremblante. Robbie, je t'aime plus que la vie elle-même, mais je détestais courir. Je n'étais pas bonne à ça et je redoutais ça à chaque fois. Puis j'ai rencontré Marc, quelqu'un que j'avais brièvement connu à l'université. Il avait beaucoup de temps libre parce qu'il ne travaillait pas. Au début, nous nous rencontrions juste pour parler pendant 1 heure, pendant que j'étais censé courir. Mais ensuite, parce que je continuais à me présenter en tenue de sport moulante, il a commencé à me faire des compliments, me disant à quel point j'étais belle. Je me sentais vulnérable parce que j'avais pris du poids et entendre ces compliments de quelqu'un qui n'était pas obligé de les dire était flatteur. J'aimais ça. Une chose en a entraîné une autre et il m'a touché. Cela a mené à, eh bien, la première fois, Robbie, ce n'était pas une question d'intimité, c'était juste quelque chose pour occuper 1 heure, j'ai dit, réalisant à quel point cela sonnait creux. Peut-être que l'idée que quelqu'un d'autre me désire rendait ça excitant, j'ai ajouté hésitante, mais ce n'était pas de l'amour. Je n'aime que toi. Robbie est resté silencieux, son expression illisible. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai continué, le jour où tu as fait cette vidéo, c'était vendredi, n'est-ce pas? Ce jour-là, j'ai dit à Marc que c'était fini. J'en avais marre de te mentir. Je voulais arrêter parce que toi et moi étions sur le point de fonder une famille.
J'avais décidé d'arrêter de prendre la pilule et je ne voulais risquer personne d'autre que toi en moi. Ma voix a tremblé en le racontant. Il a ri et a dit que je reviendrais dans une semaine parce que nos soi-disant nuits torrides me manqueraient. Mais Robbie, j'ai dit en esquissant un faible rire, l'intimité n'était pas torride, c'était ennuyeux. Je lui ai dit qu'il ne pouvait même pas te comparer. La plupart du temps, quand j'avais fini avec lui, j'avais hâte de rentrer à la maison pour te retrouver. Il n'était qu'un amuse-gueule, Robbie, tu étais le plat principal. Même en prononçant ces mots, je savais à quel point il sonnait creux. Robbie m'a tendu les papiers du divorce et s'est reculé de la table. J'ai 4 questions à te poser, a-t-il dit, sa voix ferme mais froide. Si tu réponds aux 4, je déchirerai ces papiers et nous essaierons de arranger ça. Mais si tu ne peux pas répondre à une seule, tu dois me laisser partir. J'ai hoché la tête. M'aimes-tu, a-t-il demandé. De tout mon cœur et de toute mon âme, j'ai répondu sans hésitation. Est-ce que je t'aimais, a-t-il demandé. Oui, tu en avais vraiment l'air, j'ai dit doucement. T'ai-je déjà frappé, maltraité, refusé d'écouter tes opinions ou fait sentir que tu ne pouvais pas venir vers moi si quelque chose n'allait pas? Non, jamais, j'ai dit en esquissant un petit sourire. Alors pourquoi, a-t-il demandé, sa voix se brisant, était-ce facile, plus facile pour toi d'avoir une liaison avec un agriculteur pendant 1 an et de ruiner notre mariage que de simplement dire, Robbie, je n'aime pas courir? Je me suis figé. Je n'avais aucune réponse. Le silence dans la pièce était assourdissant. J'ai refusé de signer les papiers ce jour-là. Les semaines qui ont suivi ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Robbie n'a jamais posté la vidéo en ligne ni ne l'a partagée avec qui que ce soit. Il n'a pas dit du mal de moi, même s'il avait toutes les raisons de le faire. Il est même allé en thérapie, seul et avec moi, mais peu importe nos efforts, nous n'avons pas pu combler le fossé. À partir de ce moment-là, tout ce que je voulais, c'était sauver notre mariage. J'étais prête à tout, même à vivre dans des maisons séparées et à recommencer, mais Robbie voulait juste partir. Il a dit qu'il ne pouvait plus me regarder et qu'il ne pouvait plus me faire confiance. J'ai essayé de lui montrer la serrure d'une ceinture de chasteté que j'avais trouvée en ligne pour prouver mon enga. Je mens, mais il m'a juste jeté un regard triste. Il a même payé toutes les séances de thérapie parce que j'avais manqué tellement de travail et n'avais plus d'argent. La thérapie n'a pas aidé, il était inutile de s'y asseoir tous les jours et de se vautrer dans la culpabilité. Pendant ce temps, j'ai lentement remarqué un changement dans les yeux de Robbie. Il s'illuminait quand il me voyait, mais maintenant c'était différent. Quand Robbie entrait dans une pièce, il était joyeux et souriant, mais dès qu'il me voyait, la tristesse l'envahissait. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose d'autre lui avait apporté ce bonheur et que je n'étais qu'un rappel d'un passé douloureux. Finalement, je n'en pouvais plus et j'ai signé les papiers du divorce. Au fond de moi, j'espérais que le temps passé séparément nous rapprocherait. J'avais enfin compris à quel point je l'avais blessé et je pensais que peut-être être absente pendant 1 an ou plus lui montrerait que, peu importe mes erreurs, je ne le blesserai plus jamais. Peut-être que pendant ce temps, il réaliserait aussi que personne ne pourrait l'aimer autant que moi. Je m'accrochais aussi à un espoir, qu'un jour, nous puissions encore avoir les enfants que nous désirions tant tous les deux. Il avait même dit lors d'une des réunions d'avocats, « Carly, j'adorerais avoir des enfants avec toi, même si ça me tue. Nous les aurons plus tard. » Robbie est parti en croisière en solo pour savoir ce qu'il voulait vraiment. J'espérais secrètement qu'il réaliserait qu'il me voulait toujours. Environ 6 ou 7 mois plus tard, je passais en voiture devant le parc quand j'ai cru le voir courir. Robbie avait toujours cette démarche facile et insouciante qui rendait la course si simple. On dit souvent que la course est bonne pour la santé, mais il y a une vieille blague, si c'est si génial, pourquoi les coureurs ont-ils toujours l'air malheureux? Robbie était l'exception, il courait avec le plus grand sourire sur son visage, le même sourire qu'il avait quand il me regardait. Je l'ai vu courir vers sa vieille voiture, il refusait toujours de conduire sa Mustang après le divorce. Il semblait mettre toute son énergie dans la course pour se sortir de sa tristesse. J'ai ralenti ma voiture en m'approchant de lui, espérant qu'il serait peut-être enfin prêt à me parler. J'avais prié pour ce moment pendant près d'1 an. Puis j'ai vu la source de son sourire, elle est arrivée en courant sur le chemin, presque aussi gracieusement et sans effort que lui. Je devais admettre qu'elle était magnifique. Elle avait ce sourire en coin qu'elle ne cessait de lui lancer. Je souhaitais désespérément pouvoir entendre ce qu'il disait. Robbie a ri d'elle, probablement parce qu'il l'avait distancée. Puis elle a fait quelque chose qui m'a blessé plus que toute autre chose dans ma vie, elle a secoué la tête d'un air de déni simulé,
Alors que ses cheveux tombaient autour de son visage parfait, elle a pointé son ventre. Son ventre, une petite protubérance qui ne correspondait pas au reste de sa silhouette mince, a attiré mon regard. J'ai tendu le cou pour mieux voir. Robbie a posé sa main doucement sur son ventre, s'est penché pour y poser son oreille et l'a embrassé doucement. Elle a caressé ses cheveux avec amour et l'a embrassé en retour. Cet idiot, mon mari, avait mis une autre femme enceinte. La première chose qui m'est venue à l'esprit à ce moment-là, c'est le volant, parce que l'airbag ne s'est pas déployé et j'étais tellement occupé à les regarder que j'ai percuté la circulation en sens inverse. Le camion qui m'a frappé n'a même pas eu le temps de freiner. Heureusement, je suis morte instantanément sans autre douleur, mais honnêtement, cela n'avait pas d'importance. Au moment où j'ai vu cette femme portant l'enfant qui aurait dû être le mien, j'étais déjà morte à l'intérieur. Que pensez-vous de l'histoire d'aujourd'hui? Dans cette histoire, la femme avait clairement tort. Elle a trompé son mari pendant plus d'1 an simplement parce qu'elle ne voulait pas courir 3 fois par semaine pendant 1 heure, une raison complètement absurde, à mon avis. Mais qu'en est-il du mari? Si vous avez apprécié cette histoire, abonnez-vous à JKTEL à Story pour plus de récits.